Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Imaginez un peu la scène. On a sorti ses plus belles chaussures pour l'occasion, Les chaussures des grands jours, hein. c'est ça, et on tient fermement une bouteille de vin par le goulot, avec le cœur qui bat un peu plus fort que d'habitude. Ah ben, la pression monte, c'est clair. Exactement. On se trouve sur le palier d'un immeuble complètement inconnu, et on s'apprête à sonner à la porte d'un appartement chez des amis français. Le moment fatidique. Oui. Pour quiconque est en train d'apprendre la langue, ce moment précis, c'est un cocktail émotionnel absolument détonnant. Ah bah ça oui. C'est incroyablement excitant parce que c'est l'aboutissement de mois de leçons. Et en même temps, il faut bien l'avouer, c'est totalement terrifiant. Je suis ravie d'explorer ça aujourd'hui. Mais je vous comprends, hein, je suis prêt pour cette exploration. C'est vraiment le grand saut dans le vide, quoi. Ouais, Le test ultime de la réalité. On quitte enfin le confort des manuels de grammaire ou des listes de vocabulaire bien ordonnées pour plonger dans l'imprévisible absolu. c'est ça, la vraie vie quoi. Voilà. La vraie vie ne ressemble pas du tout à un enregistrement audio de classe. Les gens vont parler vite, ils vont faire des blagues, utiliser de l'argot. S'interrompre mutuellement tout le temps. Absolument. Et mettre de la musique en fond en plus. C'est un environnement qui est fondamentalement chaotique. Et c'est précisément pour cela que les documents que nous avons rassemblés aujourd'hui sont d'une valeur inestimable pour notre plongée au cœur de ces sources. Ah, ils sont géniaux, ouais. Notre source principale, c'est un guide extrêmement détaillé, spécifiquement conçu pour les apprenants d'un niveau intermédiaire, le fameux niveau B1. Le niveau charnière, en fait. Tout à fait. Ce texte, c'est bien plus qu'une simple liste de mots. C'est un véritable manuel de survie et d'épanouissement pour affronter la mythique soirée française. Vaste programme. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de décoder la chorégraphie sociale et linguistique de cet événement. On va tout analyser. Et le terme chorégraphie est parfaitement choisi, hein. N'est-ce pas? C'est une danse avec ses propres règles implicites, et c'est une danse qui ne pardonne pas toujours si on en ignore les pas. Ça, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle que nos sources mettent en lumière, c'est qu'une fois qu'on en comprend la logique sous-jacente, eh bien tout devient fluide, tout a un sens. D'ailleurs, je tiens à rassurer toute personne qui nous écoute en ce moment et qui utiliserait cette analyse pour perfectionner son oreille. C'est une excellente idée d'ailleurs. Oui, nous avons pris une décision très consciente pour cette exploration. Nous allons prendre notre temps. C'est vraiment mon objectif principal. Et c'est important. Je vais adopter un rythme délibérément posé aujourd'hui. On va décortiquer les expressions, utiliser des images mentales très simples pour ancrer les concepts. Super approche. Et je vais même demander à mon collègue ici présent de répéter certaines phrases clés au ralenti pour qu'on puisse tous s'imprégner de la mélodie de la langue. Avec grand plaisir. Je ferai de mon mieux. Parfait. Bon, décortiquons ça. Et la logique veut qu'on commence par le tout premier obstacle de la soirée, le rituel de la porte d'entrée. Ah oui, le fameux seuil à franchir. C'est vraiment le premier test. C'est ça. Avant même de pouvoir espérer tenir une conversation complexe sur, je sais pas, le cinéma de la nouvelle vague ou la gastronomie, il faut survivre à ces 30 premières secondes. Les 30 secondes fatidiques. Déjà, nos sources soulignent un détail sonore super intéressant. On sonne ou on frappe et on entend presque systématiquement de l'autre côté un entrée ou un c'est ouvert crié depuis le fond de l'appartement. Toujours, hein. On ne vient presque jamais ouvrir la porte en personne. Et là, la porte s'ouvre et c'est le grand casse-tête de la salutation, la fameuse bise française. Ouh là, oui. Le champ de mine par excellence. C'est exactement ce que dit le guide. Selon la ville, la région ou même le cercle social, ça peut être 2, 3 ou même 4 bises. Et encore, parfois on commence par la droite, parfois par la gauche. C'est l'horreur, hein. Et on ne parle même pas de la poignée de main ou de ce que le document appelle le check de coude. Ah, ce fameux vestige hérité des années de pandémie, oui. C'est ça. Honnêtement, comment est-ce qu'on est censé ne pas paniquer face à autant d'options en l'espace de 2 secondes? C'est comme un kata d'arts martiaux, mais super lent. Si tu rates une étape, tu brises l'harmonie. Bah, il y a de quoi être déstabilisé, je l'accorde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même les Français se trompent parfois entre eux. Sérieusement? Ah mais complètement. Surtout quand ils viennent de régions différentes. C'est une petite gymnastique sociale, quoi. L'astuce mentionnée dans les textes, c'est de se laisser guider par l'hôte. D'accord, donc on suit le mouvement. Voilà. Tu observes son mouvement de tête et tu accompagnes le geste de formules très courtes et dynamiques. Comme quoi, par exemple? Un simple coucou ou un salut. L'important, en fait, c'est pas la perfection du geste, c'est la chaleur de l'intention.
Ah, j'aime beaucoup ça, la chaleur de l'intention. Mais le rituel ne s'arrête pas au contact physique. Il y a la règle d'or de l'hospitalité. On ne vient jamais les mains vides. Jamais. C'est la règle numéro 1. Le guide B1 est formel là-dessus. On apporte une bouteille de vin, une boîte de bon chocolat, peut-être des fleurs. Un classique. Et c'est là qu'intervient une réponse rituelle de l'hôte que je trouve absolument théâtrale. On tend la bouteille et la personne répond invariablement « Oh, il ne fallait pas ». Oh, le grand classique. Attends, il faut que je capte bien la mélodie de cette phrase, que ceux qui nous écoutent la mémorisent. C'est presque un soupir de fausse surprise, non? C'est un peu ça, ouais. Est-ce que tu peux la prononcer très lentement pour nous, pour qu'on s'imprègne de cette intonation si modeste? Bien sûr, alors ça donne « Oh, il ne fallait pas ». Oh, il ne fallait pas. Parfait. Il faut que ce soit dit avec une douceur un peu traînante, tu vois. Oui, je vois. Presque avec un léger ton de reproche affectueux. Genre « Ah, pourquoi t'as fait cet effort ?» Mais soyons honnêtes une seconde, c'est complètement absurde, non? Ah bon, pourquoi? Pourquoi faire semblant qu'on ne voulait pas de cadeau et dire il ne fallait pas le faire alors qu'on est objectivement ravi de recevoir ce vin et qu'on l'aurait peut-être même mal pris si l'invité était arrivé les mains vides? Ouf, c'est un excellent point. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette fausse modestie joue un rôle psychologique et social absolument crucial. Ah vraiment? Nos sources sociologiques l'expliquent super bien. Ces codes stricts servent, de manière tout à fait paradoxale, à détendre l'atmosphère. Comment ça à détendre l'atmosphère? En disant « Oh, il ne fallait pas », l'hôte diminue volontairement l'importance matérielle, financière de l'objet. Ah d'accord, pour ne valoriser que l'intention. Exactement. Cela place immédiatement l'hôte dans une position de bienveillance, de générosité, et non pas dans la position de quelqu'un qui, tu vois, collecte des cadeaux d'entrée. C'est très subtil. Et l'invité du coup? L'invité, en retour, se sent valorisé pour sa générosité et non évalué sur le prix de son vin. C'est un vrai contrat social de modestie partagée. C'est super intelligent. C'est un mécanisme de défense pour éviter que l'argent ne pollue l'interaction dès la première seconde. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, une fois cette danse terminée, le guide suggère de complimenter immédiatement l'environnement pour maintenir cette douceur. Ouais, briser la glace sur le lieu. Des phrases toutes faites mais super efficaces comme Tu as un très bel appartement » ou Ça sent incroyablement bon ». Toujours gagnant, ça. Mais c'est là que les choses se corsent. Le manteau est récupéré, on le pose sur un lit dans la chambre du fond, on se retourne vers le salon, et là, bam, Bam. L'océan de visages inconnus. c'est ça. On se retrouve face à plein de gens qu'on ne connaît pas, le filet de sécurité de l'hôte disparaît, Il va falloir s'insérer dans les groupes déjà formés, interrompre des conversations avec tact, et surtout se présenter. et c'est là que notre manuel propose une arme d'une élégance linguistique redoutable. Ah oui, l'approche par le subjonctif. Oui, le guide déconseille d'arriver brutalement dans un cercle en disant simplement « Bonjour, je suis un tel ». Ça fait un peu trop entretien d'embauche, quoi. Exactement. À la place, il suggère une phrase beaucoup plus feutrée. « Je ne crois pas qu'on se connaisse. C'est très élégant. Laisse-moi essayer de la dire avec la bonne douceur. Je ne crois pas qu'on se connaisse. » L'utilisation du subjonctif à la fin de la phrase adoucit complètement l'approche, n'est-ce pas? C'est tout à fait le but. Le subjonctif exprime ici l'incertitude, la délicatesse. Ça laisse à l'autre personne l'espace psychologique de répondre naturellement. Avec un sourire du genre « Non, en effet, moi c'est Camille ». Voilà. Sans se sentir agressé par une présentation trop corporative ou formelle. Et une fois les prénoms échangés, nos documents entrent dans le vif du sujet culturel. Il faut situer la personne. Ah, la fameuse géographie sociale. C'est ça. Le guide insiste beaucoup sur la fameuse dichotomie parisienne, par exemple, entre vivre intramuros, donc à l'intérieur du boulevard périphérique, Dans le Paris historique, ouais. ou vivre en banlieue. Mais pourquoi est-ce que c'est une des premières choses dont les gens parlent? En quoi c'est si crucial pour briser la glace? Parce que ce ne sont pas des simples codes postaux. Ce sont des marqueurs d'identité et de mode de vie qui sont extrêmement forts en France. Vraiment. Ah oui. Demander si quelqu'un vit intramuros ou en banlieue, c'est ouvrir instantanément des dizaines de tiroirs de conversation potentiels. Par exemple. Ça amène à parler des temps de transport, des galères sur les lignes de métro ou du RER, de la taille des appartements, Ah, le prix de l'immobilier, bien sûr. de la présence d'un jardin, de la proximité d'un grand parc comme le bois de Vincennes. C'est une façon de comprendre le quotidien de la personne sans poser de questions intimes, en fait. C'est malin. Une autre clé mentionnée dans les textes pour situer les gens, c'est le mot promo.
Ah oui, le diminutif de promotion. Dire on était dans la même promo. Ça fait écho à ce système très français des grandes écoles, non? Complètement. C'est très ancré, où l'année d'obtention du diplôme crée un lien de camaraderie à vie. Mais pour que cette conversation initiale ne meure pas, le guide révèle ce qu'il appelle l'outil suprême, la technique du rebond. La fameuse technique du rebond, elle est simple mais vitale. C'est le simple fait d'ajouter 2 petits mots à la fin de n'importe quelle réponse. Et toi? Ou? Et vous? Nos sources utilisent l'analogie du ping-pong et j'adore cette image. Mais c'est exactement ça, un échange de balles. Imaginez une partie de ping-pong jouée au ralenti. L'autre personne sert une question. Tu habites dans le quartier X? On reçoit la balle, on l'amortit avec sa réponse. Non, je viens de banlieue sud. Et là, attention, Et là, on a l'obligation absolue de donner un petit coup de raquette pour renvoyer la balle de l'autre côté du filet avec un « et toi ?» sinon le jeu s'arrête. Exactement. Si on ne le fait pas, la balle tombe, elle roule sous le canapé et c'est le silence gênant garanti. Le fameux blanc. Mais j'ai quand même une petite réserve sur les exemples du guide. Il suggère d'utiliser très vite la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Ouais, ça peut surprendre. Franchement, parler de boulot à 21h un samedi soir en buvant un verre, c'est pas un peu assommant ou intrusif? C'est une objection tout à fait valide. Dans de nombreuses cultures, particulièrement anglo-saxonnes, ramener immédiatement la conversation sur le travail dans un cadre festif, ça peut être perçu comme une tentative grossière d'évaluer le statut social. Ou le niveau de revenu, oui, c'est mal vu. Mais les sources sociologiques que nous avons croisées avec ce guide linguistique apportent une nuance fondamentale sur la France. Laquelle? Ici, on aborde très souvent son travail sous l'angle de la passion, du défi intellectuel ou de l'anecdote sociétale. Le but n'est pas de faire un concours de titres professionnels. Ah, on ne cherche pas à s'inventer. Non, pas du tout. On va parler des absurdités de son entreprise, des défis d'un secteur public ou d'une reconversion. Donc c'est une porte ouverte vers le débat d'idées, en fait. Exactement. Vers l'échange d'opinions et non vers l'évaluation d'un compte en banque. Je vois très bien la nuance. Mais soyons réalistes. Même le meilleur joueur de ping-pong conversationnel finit par s'épuiser. Ah bah, ça demande de l'énergie, hein. Jouer avec une langue qui n'est pas la sienne, ça demande une énergie cognitive folle. Donc, quand la panique sociale monte un peu, il y a un mouvement migratoire tout à fait naturel qui s'opère dans le salon. Tout le monde finit par graviter vers le même endroit. La table à manger. Ce qui nous amène à notre exploration du fameux refuge, le buffet. Le point d'ancrage de toute soirée réussie. Quand on ne sait plus quoi faire de ses mains ou de ses mots, on va chercher un verre ou une part de quiche. C'est le refuge absolu. Et même là, il faut un équipement linguistique spécifique. Pour accepter une boisson, le document propose un mot que je trouve très élégant, volontiers. C'est beau. Et c'est bien plus sophistiqué qu'un simple « oui ». C'est ça. À l'inverse, pour refuser l'alcool poliment sans jeter un froid, le guide donne des phrases toutes faites très utiles, comme « je suis au régime sec » ou tout simplement « je conduis ». Très efficace et personne ne pose de questions. Mais il y a un détail sur lequel je veux absolument revenir. Le guide insiste lourdement sur la règle d'or du chin-chin, la superstition du chin-chin. Oh là là, oui. Très important. Il est écrit qu'il y a une obligation presque sacrée de se regarder droit dans les yeux au moment où les verres se touchent. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Pas du tout. Sérieusement, on ne risque pas vraiment de gâcher la soirée de quelqu'un juste parce qu'on a regardé son verre de vin pour ne pas en renverser sur le tapis ici? Eh bien, détrompez-vous. C'est pris extrêmement au sérieux. C'est un rituel ancré super profondément. La superstition populaire dit que ne pas se regarder dans les yeux en trinquant entraîne 7 ans de malheur. 7 ans. Ouais, ou 7 ans de mauvaise sexe selon les variantes régionales. Oh mon Dieu! Mais d'où ça vient cette règle stricte? Les historiens expliquent que cela remonte au Moyen Âge. Trinquer rudement permettait d'échanger un peu de liquide entre les chopes. Pour prouver qu'aucune n'était empoisonnée, c'est ça? Exactement. Et regarder l'autre droit dans les yeux pendant ce processus, c'était la preuve ultime de confiance et de franchise. C'est fou de penser que la peur du poison médiéval dicte encore la façon dont on boit son vin aujourd'hui. C'est une exigence de confiance symbolique qui demeure intacte, ouais. Mais au-delà des boissons, là où le vocabulaire autour du buffet devient vraiment un terrain de jeu fascinant, c'est dans la quantité incroyable d'expressions imagées liées à la nourriture. Ah, les métaphores culinaires. Le texte en liste plusieurs qui sont incontournables. Si on goûte un gâteau exceptionnel, on ne dit pas juste qu'il est bon, on dit que c'est à tomber. À tomber par terre, ouais. Mais ma préférée de loin, c'est cette expression qu'on utilise quand on voit qu'une personne a l'air fatiguée ou un peu triste. T'as pas l'air dans ton assiette. Elle est géniale, celle-là. Pour quiconque essaye de retenir cette phrase, je propose un petit exercice de visualisation. Allez-y.
Imaginez littéralement un aliment en disant une belle part de tarte qui serait posée de travers, à moitié à cheval sur le rebord d'une assiette en porcelaine. Ah, je la vois très bien. C'est bancal. C'est super instable, ça menace de glisser et de salir la table à tout moment. Ce sentiment de déséquilibre physique, c'est exactement ce que décrit cette phrase pour un état mental. C'est une excellente image. Est-ce que tu pourrais nous la prononcer au ralenti? Gardez bien cette tarte bancale en tête. Bien sûr. Alors, t'as pas l'air dans ton assiette. C'est parfait. On trouve aussi autour de cette table d'autres formules familières pour détendre l'ambiance, non? Oui, comme dire à un ami qui reprend du fromage pour la 4e fois qu'il est irrécupérable avec beaucoup de tendresse. Ou utiliser l'expression « je déconne » pour préciser qu'on vient de faire une blague. Voilà. Et si on relie ça à une perspective plus large, on touche vraiment au cœur même de l'identité du pays. Ce qui me frappe, c'est à quel point le champ lexical de l'alimentation contamine toutes les émotions. C'est ça. La nourriture en France, c'est pas fonctionnel. C'est pas juste un apport calorique. C'est le fondement même du vocabulaire émotionnel et affectif. Donc, maîtriser ces métaphores culinaires, c'est clé. Ah oui, savoir lancer un «c'est à tomber au bon moment», même avec la bouche à moitié pleine, c'est probablement l'un des signes d'intégration linguistique les plus puissants. Ça prouve qu'on a saisi l'âme de la culture. Magnifique. Bon, le ventre commence donc à se remplir, la tension des premières heures s'évapore et l'atmosphère globale de la pièce change. Le volume sonore baisse un peu, ouais. Exactement. Les petits groupes se posent sur les canapés ou par terre sur les tapis. Le fameux small talk de début de soirée, les discussions sur le fromage ou la météo, laissent place à une toute nouvelle phase. La soirée avance et on plonge de la surface vers les profondeurs. C'est l'évolution naturelle des soirées réussies. Les banalités servent de sas de décompression. Et une fois la confiance établie, On entre dans des zones de conversation beaucoup plus riches et intimes. Nos documents répertorient d'ailleurs de manière très clinique les terrains de jeu parfaits pour cette phase, ainsi que les champs de mine absolus. oui, j'ai vu ça. Le guide mentionne les sujets parfaits pour briser l'armure sans choquer. On y trouve les voyages lointains, les dernières découvertes culturelles, Toujours très apprécié. ou ce que la source décrit de façon assez amusante avec un bel anglicisme, le fait d'être sur un kiff bien-être. Quelqu'un qui se lance passionnellement dans la méditation ou le yoga. C'est très tendance. Mais à l'inverse, il y a des tabous d'une rigidité surprenante. Le premier, c'est l'argent. Demander le salaire de quelqu'un, c'est un affront. Ah, malheur, surtout pas. Absolu de commenter l'évolution physique en disant tu as grossi ou même tu as maigri. Le corps et le portefeuille semblent être des coffres-forts scellés. Totalement scellé. Le tabou de l'argent est particulièrement profond en France. Ça mêle des racines catholiques anciennes et une culture politique attachée à l'idéal d'égalité. Donc afficher sa richesse, c'est vulgaire. Profondément vulgaire. Mais en revanche, ce qui est frappant dans le guide, ce sont les sujets dits risqués, qui ne sont pas pour autant interdits. L'exemple type, c'est la politique. Ah oui, la politique. Nos sources préviennent que la discussion peut vite devenir explosive, avec des voix qui s'élèvent. Et je précise tout de suite pour ceux qui nous écoutent que notre but ici n'est absolument pas de savoir qui a tort ou raison dans ces débats. Nous ne prenons aucun parti, bien sûr. Bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est la mécanique de cet échange. Pourquoi un sujet aussi risqué est-il quand même toléré? Eh bien, parce que débattre avec passion, c'est faire honneur à l'intellect de son interlocuteur. S'écharper sur une idée politique en fin soirée, puis trinquer à nouveau 5 minutes plus tard, c'est un sport national. C'est perçu comme un signe de vitalité intellectuelle, en fait. Exactement. Et pour naviguer dans ces eaux profondes sans se noyer, le guide fournit un vocabulaire de la nuance. Par exemple, si on ne comprend pas la position de quelqu'un, au lieu de dire un brutal « je ne comprends pas », on utilise une toute petite phrase magique pour l'inviter à développer. Ah oui, c'est-à-dire. Voilà. Et lorsqu'on aborde des sujets plus mélancoliques, on trouve des structures comme « j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose » ou l'utilisation du verbe « faillir » pour les occasions manquées « j'ai failli ne pas venir ce soir ». C'est très beau, très poétique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une ligne de dialogue dans la méthode B1 qui m'a fait tiquer. Un personnage décrit un projet de vie très personnel à un autre, et l'interlocuteur lui répond, en la regardant dans les yeux, « c'est beau ça ». Ah oui, une belle validation. Je vais être honnête, la première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça presque caricatural. N'est-ce pas un peu excessif, un peu trop dramatique ou digne d'un film d'auteur pour une simple soirée entre potes vers 1h du matin? Ce qui est une réaction très compréhensible quand on vient d'une culture où l'ironie ou la pudeur dominent. Mais en France, contrairement aux clichés qui dépeignent souvent les habitants comme perpétuellement cyniques ou râleurs, Ce qui est un cliché très répandu. ouais, eh bien,
il se passe quelque chose de magique la nuit. Lors de ces discussions de fin de soirée, la garde baisse complètement. Exprimer une émotion sincère de manière frontale et sans une once de sarcasme, c'est tout à fait acceptable. Donc, dire c'est beau ça, c'est pas jouer la comédie. Pas du tout. C'est offrir une validation émotionnelle profonde. C'est le signal absolu que la confiance est totale et que la conversation a atteint son apogée. C'est un beau sommet à atteindre. Seulement voilà, toute bonne chose a une fin, la fatigue se fait sentir, le dernier métro approche, et il faut penser au retour. Le moment redouté. Mais si j'ai bien lu nos documents jusqu'au bout, en France, décider de partir n'est pas la fin de la soirée, c'est en réalité le lancement d'une toute nouvelle activité sociale complexe. C'est ce qu'on pourrait appeler l'art complexe de l'évasion. Oh que oui. Le fameux concept des adieux à la française. C'est un phénomène sociologique à part entière qui désarçonne énormément d'étrangers. Il y a un rituel verbal très précis pour enclencher le processus, une sorte de signal d'alarme doux. C'est la phrase « Bon, je vais y aller ». La phrase de départ classique. Mais attention, le guide est clair, prononcer cette phrase ne signifie absolument pas qu'on va passer la porte dans les 10 secondes. C'est une déclaration d'intention, un préavis de départ. C'est le mot un préavis. Je vais la prononcer au ralenti, car c'est presque un sortilège. Bon, je vais y aller. On l'accompagne d'un remerciement général, souvent autour de la nourriture, avec un « tu nous as régalé ». Très important, le compliment sur le repas. Et c'est là que j'ai eu une illumination absolue en lisant ces textes. Les adieux à la française, c'est structuré exactement comme un film Marvel au cinéma. Attends, comment ça? Ah, je vois où tu veux en venir. Les fameuses scènes post-génériques. C'est exactement ça. Imagine, on annonce son départ depuis le canapé, on se lève, on fait la bise à ceux qui restent dans le salon, l'écran devient noir, le générique de fin commence à défiler dans notre tête, on pense que le film est fini, On enfile son manteau dans l'entrée. et là, surprise. Première scène post-générique cachée, on se retrouve bloqué dans le couloir de l'entrée à refaire le monde pendant 15 minutes avec l'hôte, une écharpe à moitié enroulée autour du cou. Tellement vrai. Puis on ouvre enfin la porte et hop, deuxième scène post-générique sur le palier. On réveille à moitié les voisins en murmurant fort pour organiser le prochain dîner. Toujours en chuchotant fort, oui. Et parfois, si on est vraiment chanceux, il y a la scène secrète tout à la fin, une dernière discussion philosophique sur le trottoir, en grelottant dans le froid en attendant le Uber. L'analogie est brillante et parfaitement exacte. Mais cela soulève une question importante. Laquelle? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi, alors qu'on est fatigué et qu'on veut dormir, fait-on durer ce moment au risque de rater le dernier métro? C'est vrai ça. Pourquoi? La réponse sociologique est passionnante. En France, partir trop vite et de manière trop efficace, c'est perçu, même inconsciemment, comme une insulte. Comme si on s'échappait d'une prison. Ah, je n'avais jamais vu ça comme ça. Faire durer le départ, faire traîner les mots de conclusion sur le palier, avoir physiquement du mal à s'arracher du lieu, c'est la preuve ultime qu'on s'est merveilleusement bien amusé. La lenteur de la séparation est la plus belle déclaration d'affection qu'on puisse faire à son hôte. C'est la garantie que la soirée était un succès. C'est une façon de dire je pars parce que mon corps l'exige, mais mon esprit veut rester. C'est presque poétique en fait. C'est très poétique. Et avec cette image de grelottement affectueux sur un trottoir, nous avons couvert l'intégralité de notre odyssée. Une belle aventure. Si on fait un petit survol de ce que nous avons décortiqué, on comprend mieux pourquoi arriver avec un cadeau demande de jouer la comédie de la modestie. Oh, il ne fallait pas. Exactement. On sait que pour survivre dans le salon, il faut manier le subjonctif avec « je ne crois pas qu'on se connaisse » et maîtriser le rebond de la question « et toi ?» Le ping-pong vital. On a vu que le buffet n'est pas qu'une source de calories, mais une mine d'expression imagée, avec des tartes qui tombent de leur assiette. On a navigué dans les eaux profondes des débats nocturnes. Et enfin, on a survécu au marathon des faux départs sur le palier. Quel parcours! Et s'il ne fallait retenir qu'un seul message de cette documentation B1, c'est un message profondément rassurant pour tous ceux qui apprennent. Lequel? La conversation de soirée n'est pas un examen de grammaire. C'est un sport d'équipe qui demande de l'entraînement. Personne, et surtout pas les natifs, n'attend la perfection linguistique. Ça enlève un poids énorme. Les petites fautes de conjugaison ou de vocabulaire sont instantanément pardonnées, voire oubliées. Dès l'instant où l'interlocuteur perçoit de l'enthousiasme, de la curiosité et l'effort sincère de communiquer. L'intention prime toujours sur la syntaxe. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'expérience globale de l'apprentissage? Comment digérer cette immense quantité de codes sociaux?
Je voudrais clore notre exploration en posant une question un peu provocatrice. Une réflexion à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. On a souvent tendance à mesurer son niveau de langue, sa fameuse fluidité, à l'aide de tests standardisés ou au nombre de mots de vocabulaire compliqués qu'on est capable d'aligner sans hésiter. Mais si ce fameux départ à la française est si consciencieusement conçu, si structurellement pensé pour prouver qu'on ne veut pas vraiment s'en aller, Oui? est-ce que la véritable et unique mesure de notre intégration linguistique ne se calcule pas finalement au temps infini qu'il nous faut pour réussir à franchir dans l'autre sens cette porte d'entrée, par laquelle on était arrivé avec tant d'angoisse quelques heures plus tôt? C'est magnifiquement dit. C'est une pensée à savourer la prochaine fois qu'on se retrouvera sur un palier inconnu, les mains moites sur une bonne bouteille de vin, prêt à appuyer sur la sonnette.